à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Ailleurs dans le monde. Fin novembre 2019, les militants pro-démocratie ont remporté les élections locales à Hong Kong. Ce fut un cuisant revers pour Pékin après 6 mois de confrontation violente. Le 11 janvier 2020, Taïwan pourrait suivre l'exemple de Hong Kong. Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Parti communiste chinois va-t-il perdre des élections démocratiques à sa périphérie? Quelles seront les conséquences de ces scrutins pour la Chine continentale? Pour en parler, je suis en compagnie du politologue Dr William Agblonon et du sociologue Dr Lyle Nicaise-Nelbin. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci. Merci, Fatim. Alors en prélude à nos échanges, voici un résumé très détaillé de la situation si particulière qu'entretiennent Taïwan et Pékin. Dans les années 1920-1930, deux principaux partis dominent la Chine, le parti nationaliste Kuomintang et le parti communiste. Leurs relations connaissent des périodes de paix et de guerre jusqu'en 1937, quand ils s'unissent pour faire face à l'invasion japonaise. Cette alliance durera jusqu'à la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Peu de temps après, les deux partis retrouvent le chemin de la guerre. Malgré une supériorité numérique et le soutien américain, les positions du Kuomintang dans la société chinoise sont affaiblies par les disputes et les divisions. Une instabilité qui mène bientôt à sa défaite contre les communistes, soutenue par l'URSS. En avril 1949, le Parti communiste s'empare de Nankin et de Shanghai, rempart du Kuomintang. Les nationalistes sont alors contraints de se réfugier à Taïwan, où ils transfèrent le gouvernement de la République de Chine. Entre-temps, sur le continent, Mao Zedong proclame à Pékin l'État communiste, la République populaire de Chine. La défaite du Kuomintang sur la majeure partie du territoire devient un fait géopolitique. Mais les nationalistes voient leur fuite comme un expédient et refusent de prononcer l'indépendance de l'île. En effet, pour eux, c'est Taïwan qui continue de représenter la nation chinoise sur l'échiquier mondial. Cela ne durera pas. En 1971, la République populaire de Chine remporte sa deuxième grande victoire. Taïwan est exclu de l'ONU, remplacé par Pékin comme visage unique et légitime de la Chine. Au début des années 90, le mouvement indépendantiste taïwanais monte en puissance. Les partis d'opposition appellent à renoncer aux revendications sur le continent et à proclamer l'indépendance de l'île. Cependant, les autorités de Pékin et de Taipei trouvent un consensus semi-officiel en 1992. Il y a une grande Chine, mais chaque parti continue de revendiquer la primauté. Leurs contacts permettent de renforcer les liens économiques entre le continent et l'île et en 2008 d'ouvrir des vols directs. Il semble alors que Pékin et Taipei se dirigent lentement mais sûrement vers le concept d'un pays, deux systèmes, comme dans le cas de Hong Kong. Pourtant, en 2016, Tsai Ing-wen accède à la présidence de Taïwan. La dirigeante du Parti démocrate progressiste de sensibilité indépendantiste organise de spectaculaires exercices de défense militaire et ses proches multiplient les appels à l'indépendance. Dans le document, on évoque deux Chines, à savoir la République populaire de Chine et la République de Chine. Qu'en est-il exactement, docteur Agblonon? Alors, la République populaire de Chine, donc c'est la Chine continentale telle que nous la connaissons, et la Chine, la République de Chine, donc Taïwan. Ces deux États restent en fait les conséquences, ou du moins les restes de la guerre froide. Parce que en 1937, quand les Japonais envahissent la Chine, et puis ils finissent par vaincre l'armée chinoise, et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces deux territoires entretenaient des relations de... On ne pourrait pas dire que ça a toujours été un même État, mais c'était des relations assez complexes dans la mesure où, en fuyant la Chine continentale, le général Chiang Kai-shek est venu s'installer à Taïwan, ce qui lui a permis de créer la République de maintenir la République de Chine contre, malgré l'invasion des communistes qui prennent d'assaut la Chine continentale. Donc, ils gardent une certaine république, une certaine démocratie à Taïwan, et pendant que les communistes prennent la Chine continentale. Donc, pendant la guerre froide, évidemment, les deux grands vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, donc l'Union soviétique et les États-Unis, vont entretenir chacun l'une des deux parties. Donc, Moscou entretient la Chine, ou entretient de très bonnes relations avec la Chine, pendant que les États-Unis soutiennent Taïwan. Donc, ce qui va faire qu'on va maintenir une dualité apparente, ou artificielle d'ailleurs, pendant au moins 50 ans.
Alors, j'aimerais, avec vous, docteur Lille, c'est-à-dire le sociologue, essayer de comprendre l'impact de cette scission quasi originelle entre un même peuple qui, finalement, se distingue géographiquement, idéologiquement. Est-ce que cette scission peut être surmontée, dépassée par les deux parties? Vous-même, vous avez dit, c'est le même peuple, mais à la faveur des accidents de l'histoire, tels que les invasions, tels que les colonisations, tels que certains qui se réclamaient du nationalisme et d'autres du communisme, donc les idéologies, ces peuples à un moment donné ont eu l'impression qu'ils étaient différents. Sans oublier que j'ai parlé tout à l'heure d'invasion, donc entre les Han qui se retrouvent à Taïwan et les Mandchous qui sont plus représentatifs en Chine continentale, ils ont Ce sont des l'impression... ethnies, là. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est lié encore à d'autres schémas traditionnels et culturels et ethniques, de telle sorte qu'à un moment donné, le même peuple a eu l'impression qu'ils n'étaient pas les mêmes. C'est vrai que l'histoire aussi, avec les idéologies, avec les croyances à des systèmes spécifiques, fait qu'il y a des différences. De telle sorte qu'aujourd'hui, même quand on pose la question de est-ce qu'ils peuvent se réconcilier, la Chine continentale pense que c'est inévitable avec le temps, puisque c'est le même peuple. Donc, c'est comme une loi naturelle que le même peuple se retrouve. On a vu déjà avec l'Allemagne, tout le temps qu'ils ont passé à l'Est n'empêche qu'aujourd'hui, ils se sont retrouvés. Donc, cette croyance peut être tout à fait légitime. Tout comme aussi, en fonction du niveau des perceptions et des croyances ethniques et culturelles et idéologiques et économiques, à savoir un pays, deux systèmes, ça peut aussi ne jamais être réconciliable, puisqu'on parle déjà d'indépendantistes qui pensent que même il faut pratiquement aller jusqu'à se séparer de la Chine continentale. En ce qui concerne le statut de Taïwan, est-ce un territoire indépendant administré par la République de Chine ou une province chinoise devant revenir sous l'autorité de Pékin? Je pense que cette question a été déjà réglée par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui, dans la résolution 2758, je crois, en 1971, avait définitivement reconnu la Chine comme seul membre de l'ONU. Et ce faisant... Pékin, alors? Oui, Pékin comme seul membre de l'ONU. Et ce faisant, ils vont obliger les Américains qui, deux ans plus tard, vont reconnaître que la Chine est, du moins... l'État chinois a pour capitale Pékin et que c'est le président de la Chine continentale qui reste le président de toute la Chine. Et ils ajoutent, à partir de cet instant, que Taïwan devient une province chinoise. Donc je pense que c'est une question juridiquement à régler. Quels sont les enjeux des élections législatives et présidentielles de ce samedi 11 janvier? Pour Taïwan, actuellement, c'est vrai que la tendance est aux indépendantistes, mais il est évident que Xi Jinping est en train d'œuvrer, il est en train de manœuvrer dans les coulisses pour renforcer tous ceux qui auraient des tendances ou des velléités à plus reconnaître la Chine continentale. Et donc, c'est à l'issue de ces élections qu'on verra les nouvelles tendances. Parce que Xi Jinping a été reconnu comme quelqu'un qui veut régler la question de manière pacifique. Il a toujours insisté sur cela. Mais il a en même temps dit que le fait de vouloir régler pacifiquement cette question-là n'empêche pas qu'il se réserve le droit d'agir au cas où. Militairement, peut-être? Tout à fait. Parfaitement, il n'exclut pas cette option-là. Un dernier mot sur le sujet avant qu'on passe à Hong Kong? Oui, je pense que les élections à Taïwan sont quand même un peu plus nuancées dans la mesure où aujourd'hui nous avons deux partis. Nous avons l'actuelle présidente et puis nous avons des pro-chinois qui ont quand même, dans les derniers sondages, font des scores très intéressants. Et il est vrai que les événements à Hong Kong influencent d'une certaine manière ces élections parce que les jeunes Taïwanais aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils ont envie de vivre le même sort, s'ils ont envie de devoir se battre un peu comme les Hongkongais aujourd'hui. Donc je pense que ces événements vont beaucoup influencer les élections à Taïwan. Mais il y a un jeu d'équilibriste à maintenir parce qu'il faut tout faire pour ne pas fâcher le géant chinois à côté parce que Pékin pourrait à tout moment intervenir sur l'île de Taïwan, qui reste juridiquement une province. Alors, on va s'intéresser donc à Hong Kong. Les candidats pro-démocratie ont remporté les élections locales de 2019. C'est un message sans ambiguïté pour Pékin sur le soutien des habitants à cette contestation sans précédent dans le pays. Que reproche l'ex-colonie britannique
finalement à Pékin? Il y a une seule loi, il y a une proposition de loi qui est devenu l'élément qui a déclenché l'événement. C'est parce que désormais, Hong Kong peut livrer à tout, selon les exigences de la justice chinoise, donc Hong Kong pourrait livrer des ressortissants ou des gens qui seraient recherchés par la justice chinoise. Donc à tout moment, on peut les livrer à Pékin. Alors, pour les Hongkongais, c'est une dérive grave parce qu'ils ont essayé quand même de construire une démocratie depuis plusieurs décennies. Donc, permettre désormais à la Chine d'intervenir directement dans les affaires judiciaires de Hong Kong, surtout que on pourrait faire extrader n'importe qui pour des questions de critique du gouvernement de Pékin. Donc, pour la défense des droits de l'homme, les Hongkongais estime que la situation est grave et qu'il n'est pas de question de céder au chantage pékinois. Docteur Lille, ils ont raison de se méfier des Chinois? Bon, vous savez, aujourd'hui, c'est la démocratie, les droits de l'homme qui sont un peu l'arbre qui cache la forêt. Depuis que les Blancs ont décrété qu'au nom de la démocratie et au nom des droits de l'homme, tout pouvait se faire et ne pas se faire, et comme ils se sont réservés le monopole de la labellisation des démocrates et des dictateurs sur terre, ça pose beaucoup de soucis. Sinon, c'est vrai qu'en tant que colonie britannique, ils se sont battus pour se libérer en 1997. Tout à fait légitimement, on leur a accordé ce statut-là. Mais de facto, ils revenaient à la Chine. Ils revenaient à la Chine. Donc, vous voyez qu'ils n'auront jamais les mêmes prétentions. Eux qui ont le même peuple, qui ont une manière de gérer, entre guillemets, les droits de l'homme chez eux, ne peuvent pas automatiquement souffrir d'accepter une certaine formulation des droits de l'homme style britannique. Alors que les Britanniques, vous voyez, partir sans vraiment partir, ça peut continuer à être des systèmes. Parce que tout ce qu'ils ont concédé sur le plan économique et financier, vous voyez la place forte que représente Hong Kong sur terre, c'était pratiquement un cadeau empoisonné. Parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas, si vous ne dominez pas économiquement, si vous ne maîtrisez pas les rouages économiques, maîtriser une zone. Est-ce que vous voyez? Donc, à un moment donné, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Oui, les activistes, ceux qui veulent la démocratie, vous voyez la surenchère. Chaque fois qu'ils veulent concéder un genre d'autonomie qui ne va pas jusqu'à l'indépendance, les gens, Hong Kong en réclament plus. Donc, en termes de légitimité pure sur le plan sociologique, on pourrait dire que la prétention chinoise par rapport à ce que représente le continent et la population, etc., serait légitime parce qu'ils sont obligés de lisser les droits de l'homme dans la zone. De telle sorte aussi qu'on peut le dire, comme il a dit dès le début, ce schéma basé sur la guerre froide qui fait qu'à un moment donné, il y a un libéralisme économique qui apparaît dans certaines zones, alors que territorialement parlant, ils font partie d'un groupe, peut arriver à ce genre d'incongruité-là. Alors, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que l'élection locale gagnée par les pro-démocratie, c'était finalement une élection de 452 conseillers de district qui gèrent des questions concernant les ordures ménagères, la trajectoire des lignes de bus. En quoi ces élections sont-elles devenues un casse-tête chinois? Oui, mais voyez-vous, c'est pour ça que rien n'est aussi simple en apparence. Parce que, comme on le dit, déjà, les pères spirituels même de la démocratie, Platon le disait, là où s'arrête la démocratie, commence la théatocratie. Ça veut dire qu'on peut partir sur des détails, mais c'est une question de domination. C'est une question de droit de l'homme. C'est une question de qui est chargé de dire quoi. Donc, à un moment donné, peut-être dans la gouvernance locale, domestique, les gens ont le droit de se gouverner, mais quand sera-t-il du prolongement de ces concessions-là? Docteur Ablenon, est-ce que Taïwan et Hong Kong ont vraiment les moyens de fragiliser l'unité de la Chine continentale? Je ne pense pas. Enfin, lorsqu'on prend le cas de Taïwan dont nous parlions tout à l'heure, Taïwan fait partie de la Chine depuis le XVIIe siècle, depuis 1666. Et c'est vrai que les relations ont toujours été ambiguës entre Taïwan et la Chine, même si Taïwan est resté pendant plusieurs décennies, enfin plusieurs siècles, un territoire chinois. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe à Hong Kong, on sent que c'est des territoires qui veulent plus d'autonomie. Et je ne pense pas que la Chine continentale en elle-même voit cela d'un si mauvais œil, dans la mesure où ça lui permet, que l'on veuille ou pas, un rayonnement aussi bien économique qu'international.
C'est vrai que Chine veut toujours maintenir quand même la main sur ces territoires et leur montrer qu'après tout, ça reste des territoires chinois. Et puis Pékin, dans la mesure du possible, essaie de positionner des hommes, essaie d'influencer la gouvernance de ces territoires. Mais je pense que si ça posait vraiment des problèmes à Pékin, il y a très longtemps, les soldats chinois seraient allés régler ces questions-là. Il a dit Xi Jinping tente une approche pacifique, pour l'instant. De toute façon, ça restera toujours pacifique et je pense que dans l'agenda de Pékin, ces territoires ne posent pas problème. Pékin a envie, par exemple, à Hong Kong, ils ont envie, lorsque quelqu'un est recherché pour des questions strictement politiques, on peut aller le rechercher à Hong Kong. C'est tout le problème. C'est les réformes que demandent Pékin. Maintenant, si ça posait de réels problèmes, je pense qu'à l'état actuel des rapports de force, rien n'empêche Pékin d'intervenir militairement sur ces territoires. Oui, mais il utilise peut-être une autre alternative. Parlons un peu de jeu d'influence sur cette zone. On sait que la Chine, diplomatiquement, utilise ce qu'on appelle la diplomatie du carnet de chèques. Alors, quel pays, surtout émergent, va refuser l'aide chinoise pour faire plaisir à Taïwan? On a l'exemple même du Burkina Faso qui, en 2018, a cessé ses relations avec Taïwan, certainement pour faire plaisir à la Chine. Même les États-Unis ont laissé Taïwan pour faire plaisir à Pékin. Les États-Unis s'étaient rapprochés, justement. A contrario, les États-Unis, pour défier la Chine continentale, se sont rapprochés. Donald Trump, depuis son arrivée au pouvoir, a permis à plusieurs dirigeants américains de se rendre sur le territoire taïwanais. Ils ont repris des relations commerciales. Est-ce que finalement, ça ne devient pas un chantage autour de ces deux régions, fortes économiquement, vous l'avez souligné tout à l'heure? Bon, je pense que peut-être que les anciennes puissances coloniales, les États-Unis, l'Angleterre, et si on ajoute Macao, le Portugal, ont peut-être conservé des liens économiques, des liens politiques, des liens comportementaux. Mais dans le fond, la Chine reste toujours maîtresse de la situation, de telle sorte que selon les périodes, selon les moments, selon les enjeux, il a dit, ce sera même pour la Chine une manière de montrer sa capacité aussi à être démocratique, puisque vous voyez, depuis que Hong Kong a commencé, on dit il y a des bruits de bottes, il y a ceci, il y a cela, mais il continue toujours d'observer, de regarder et de ne pas véritablement régler cela de manière militaire, parce que la diplomatie, c'est vrai, tant qu'elle sert des intérêts plus ou moins clairs ou masqués, ça marche toujours. Voilà, donc il a dit le terme influence, tant qu'ils continueront d'influencer, je pense qu'ils n'auront pas besoin d'aller au-delà. Et comme les pays n'ont que des intérêts, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut faire l'objet de chantage. Et c'est toujours ça le cas des petits, c'est que les gros vont toujours régler leurs problèmes sur le dos des petits. Mais pour le cas de Taïwan, la présidente actuelle aussi a remis en place des essais sur le plan militaire. Il y a une démonstration de force des uns et des autres, non? C'est un jeu de dupes auquel vous êtes habitué? Non, je pense que si ça fait plaisir à sa population, tant mieux. Mais il y a une réalité, il y a une réalité qu'évoquait tout à l'heure Dr Lille, c'est que Pékin a toujours l'obsession que l'on ne se serve de la démocratie comme moyen de gérer la périphérie. C'est-à-dire que les puissances occidentales ne se servent de la démocratie pour déstabiliser des territoires chinois. Et ça, c'est une obsession chinoise qui fait que dès que la question démocratique commence à prendre de l'ampleur, Pékin se montre très intransigeant parce que après tout, pour les Chinois et pour le Parti communiste chinois, c'est chaque État qui définit les limites de ces mutations politiques, ce qui définit les possibilités de ces réformes. Donc, il n'est pas question que demain, Hong Kong ou Taïwan imposent des réformes à Pékin. Donc, je pense que c'est pourquoi Pékin se montre très méfiant vis-à-vis de l'évolution politique de ces territoires qui, à vrai dire, sont périphériques dans la mesure où ils ont 1,5 milliard d'habitants à gérer et que sur ces territoires, vous avez 23 millions à Taïwan et beaucoup moins à Hong Kong. Donc, je ne pense pas que ce soit véritablement le principal défi de la Chine d'aujourd'hui. Sans oublier que financièrement, on dit que ce sont des places fortes financières, mais tout le monde sait que les intérêts et les avoirs et les liquidités chinoises sont tellement importantes, y compris dans ces zones, parce que c'est là aussi le prolongement de leur capitalisme, de leur libéralisme. Et ce sont les places qui leur permettent de faire toutes sortes de business sur Terre.
Donc, à un moment donné, comme il a dit, il y a certains qui vont s'agiter pour la démocratie, les droits de l'homme. Ça fait toujours bien. C'est une coloration exotique en Asie. Mais je pense que le fond du débat est ailleurs. Ah, mais ça m'étonne. Vous dites que c'est une coloration. Ce n'est pas une envie profonde d'un peuple. Non. Le régime chinois reste quand même autoritaire. Non, j'ai des doutes parce que si c'est l'autodétermination, parce que les vraies luttes sont des luttes d'autodétermination basées sur des différences culturelles. Voyez-vous, quand on parle de choc culturel, quand les Blancs viennent coloniser des Noirs, ce n'est pas du tout la même culture. Donc vous voyez que ces luttes-là sont des luttes identitaires, alors que les autres luttes sont des luttes de maquillage. C'est-à-dire que c'est le même peuple qui, à un moment donné, s'est divisé. Parce que ceux qui ont perdu, à savoir le Kuomintang, donc, qui s'appelaient les nationalistes, c'était idéologique, comme il a dit, la guerre froide. Il y en a qui voulaient être communistes, ils se sont mis avec les Russes. Donc ça concernait les paysans, les laboureurs, etc. Donc toute la partie rurale de la Chine et les urbains, les employés, etc. Vous voyez, c'est le même peuple. Donc à un moment donné, logiquement, ça ne pourrait pas aller loin. Parce que ça peut être des aspirations de démocratie. Mais comme il a si bien dit, la démocratie prend toujours ses racines et son ancrage dans la soif de liberté ou dans l'absence de liberté des peuples eux-mêmes. Oui, et je pense, pour continuer ce que disait le Dr Lille, qu'il y a une réalité qu'il faut concéder aux Chinois, c'est qu'ils n'ont rien à apprendre des autres en matière de gouvernance politique. La Chine, c'est des millénaires de pratiques politiques, de pensée politique, de réformes, etc. Donc, ce n'est pas à des États d'hier de leur apprendre comment est-ce qu'ils devraient gérer leur peuple, surtout que ces chefs d'État qui revendiquent, ou du moins se réclament, la démocratie en Chine, aucun d'eux n'a eu le mérite de diriger 1 milliard d'habitants. Donc, ils ne savent pas comment gérer 1 milliard d'habitants. Donc, c'est très difficile. Donc, ce n'est pas très pertinent de leur part de vouloir donner des leçons de gouvernance à la Chine. Vous voulez dire que la particularité géographique, démographique surtout de la Chine... Historique, socioculturelle et puis stratégique aujourd'hui, c'est des réalités qui font qu'on ne peut pas chercher à imposer ou demander aux Chinois de faire les mêmes réformes qu'en Occident ou de connaître les mêmes trajectoires politiques. C'est en Afrique que ça marche parce que ici c'est pratiquement un no man's land, chacun vient, il invente ce qu'il veut et il impose, mais ça ne peut pas marcher en Chine. Il y a un passif sur lequel il faut construire quelque chose. Surtout que la Chine, il l'a dit, c'est vrai, est le peuple qui a la plus grande continuité historique, qui n'a pas eu de rupture. L'Afrique a eu l'esclavage, l'Afrique a eu la colonisation. Donc à un moment donné, les Africains ne savent pas d'où ils viennent, qui ils sont et où ils vont. Alors que les Chinois, malgré les invasions et malgré les dispersions, ils ont toujours su se réunifier dans un continuum historique et sociologique. Oui, on observe à la fois une véritable tradition et beaucoup de modernité. Exactement. C'est un paradoxe que... Non, ce n'est pas du tout un paradoxe. Je pense que c'est l'apanage des peuples intelligents. Un peuple intelligent sait qu'il vient de quelque part et il sait qu'il va quelque part. Mais un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Et on peut s'interroger sur son intelligence. Et oui, et puis on pourrait même apprendre beaucoup du Parti communiste chinois qu'on critique parce que, bon, on dit c'est un système, c'est un parti unique, c'est un parti-État et on n'apprend rien de ces grandes expériences politiques parce que c'est des espaces de socialisation politique, contrairement à ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde dit démocratique, où des gens venus de nulle part peuvent devenir présidents de la France. Vous contredisez, ici même la semaine dernière, quand on parlait de l'Afrique du Sud avec l'ANC, vous nous disiez que l'Afrique du Sud n'est pas une véritable démocratique, puisqu'à chaque élection, c'est l'ANC qui remporte les élections. Parti communiste chinois, non, j'ai dit, à quel concurrent? Je reprends, j'ai dit l'Afrique du Sud est une démocratie à parti unique. Ça ne dit pas... Comme la Chine. Oui, c'est un constat. C'est un constat qui ne me permet pas de faire un jugement de valeur. Je constate que c'est une démocratie à parti unique. Et si aujourd'hui d'autres partis émergent, puisqu'on a vu les limites de l'ANC, si d'autres partis émergent, peut-être que ça va renforcer la gouvernance. Mais est-ce qu'on peut transposer ces exigences dans le contexte chinois? Je ne pense pas. Si c'est un parti unique qui fonctionne bien, puisque aujourd'hui les Chinois ne doivent pas se plaindre quand même de l'évolution de leur pays, donc pourquoi changer une équipe qui gagne? Moi, je pense que ce qu'il dit, on peut le ramener à la France. Hein, parce que si vous avez Macron, Le Pen et on nous parle de démocratie, il y a souci. Parce que est-ce que les Français auront véritablement exprimé leur choix?
Parce que parfois, c'est le non-choix qu'on appelle le choix. Ça, c'est l'interrogation qu'on a déjà eue lors de nos discussions dans des émissions précédentes. Est-ce que nos démocraties, en tout cas les démocraties occidentales, sont des véritables démocraties puisque les candidats sont quasiment imposés, soit pour des raisons financières, parce qu'ils ont les moyens d'assouvir leurs ambitions, soit par rapport à leur réseau. Mais c'est une conversation qu'on prolongera. Mais ça veut dire qu'en matière de démocratie, chacun doit balayer devant sa porte. Tout à fait. Messieurs, merci. C'est la fin de cette émission. Merci de votre participation. On se quitte sur cette citation. « Ceux qui rendent une révolution pacifique impossible rendront une révolution violente inévitable » de John Fitzgerald Kennedy. J'en profite pour vous annoncer qu'on parlera du président actuel, donc Donald Trump, dès la semaine prochaine dans une émission consacrée à son mandat. On fera le bilan de sa politique, notamment extérieure. On reviendra bien évidemment sur la situation au Moyen-Orient. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, surtout des autres. Excellent samedi et à samedi prochain.